Bonjour et bienvenue dans ce 101%. Alors aujourd'hui on a la critique de Halo Combat Evolved Anniversary, No Life Employee RL, Temps Perdu et Retro and Magic. Mais tout de suite, les news. « 2070. The world has changed. » Après nous avoir plongé dans le 15e, le 16e et le 17e siècle, Anno change de décor et nous propulse cette fois-ci dans un futur proche. En 2070 plus exactement, période où le réchauffement climatique a radicalement changé la surface de la Terre, forçant les humains à adopter de nouveaux modes de vie. Tout comme dans les précédents épisodes, il s'agira de bâtir sa ville et de la gérer en temps réel, un peu à la manière d'un SimCity ou d'un Outpost à l'époque. Sauf que fonte des glaces oblige, le niveau de l'eau a bien augmenté et il faudra par exemple chercher des ressources naturelles dans les fonds marins. Des gros challenges en perspective donc. But not without our say. We are the driving force of the underworld. We are the techs. Intrus détecté. Sécurité de la station Martel activée. Autre blockbuster prévu pour la période de Noël, Star Wars The Old Republic, qui continue de nous faire trépigner d'impatience avec ses trailers diffusés de manière régulière sur la toile. Cette fois-ci, BioWare nous invite à découvrir la station Martel, zone litigieuse entre les deux factions. La station Martel est en effet une construction de la République qui possède un canon capable d'anéantir des planètes, rien que ça. Elle fera ici office d'une instance côté Empire, ce qui veut dire que les Sith et leurs alliés seront chargés de l'anéantir, elle et ses habitants. Voilà donc de quoi patienter en attendant la sortie de ce MMO dans notre galaxie, toujours prévu pour le 20 décembre prochain. La station Martel m'appartient. Avez-vous déjà entendu parler d'Itadaki Street, le jeu de plateau créé par Square Enix? Sûrement pas. Ce qui est normal après tout puisque ce party game sorti en 2007 n'avait jamais dépassé les frontières de l'archipel nippon. Ce ne sera pas le cas pour sa suite car Fortune Street sur Wii sortira aussi bien au Japon que chez nous. L'occasion pour nous autres Européens de découvrir ce party game qui n'est pas sans rappeler un certain Monopoly. À l'instar du célèbre jeu de société, il est en effet question de jeter des dés, d'acheter et de vendre des propriétés afin de ruiner les personnes qui auront le malheur de tomber sur vos cases. Fortune Street mélange les univers de Nintendo et de Dragon Quest, ce qui veut dire que vous pourrez incarner au choix Mario et ses amis, ou les héros des RPG designés par Akira Toriyama. Un mélange plutôt inattendu qui pourrait tout de même plaire au public occidental. Je parlais déjà de Peggy et de la protection des tout-petits à un moment déjà. Et ces derniers temps, j'ai été témoin d'une scène qui m'a un peu choquée. J'ai croisé une maman qui venait d'acheter Batman Arkham City à son fils qui devait avoir à peine plus de 12 ans. Ce n'est pas la première fois que je voyais cela. J'ai déjà vu des papas acheter Call of Duty à leurs enfants ou même une ministre jouer à GTA 4 avec sa progéniture qui était manifestement pas majeure. Ouais, mais Batman à 12 ans, ça passe. C'est quand même un petit peu violent. Moi, j'ai regardé Evil Dead à 12 ans, j'aimais bien. Moi, je crois que j'ai regardé Akira à 12 ans, mais bon. Bah, ça va. Ça m'a un peu traumatisé quand même. Ouais, mais tu sais que c'est du dessin, quoi. Ouais. Tu faisais la différence entre la réalité et la fiction, non? Certes. Mais bon, moi j'ai toujours eu des parents... T'es pas devenue folle. Oui, non. Mais j'ai quand même eu des parents très stricts au sujet du jeu vidéo. Du coup, ça me choque toujours un peu ce genre de situation. Ah. D'accord. Après, si le parent joue avec son fils ou sa fille et explique, dit tu vois, c'est pas pour de vrai, pourquoi pas, hein. Bien sûr. Ah non, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais c'est rare. Tu as raison, oui. Alors on regarde... là, on va regarder la critique de Halo Combat Evolved Anniversary. Qui doit être interdit au moins de 16 ans, hein, je pense. Oh, très probablement. Déconseillé, pardon. Déconseillé. Pour être précis. Voilà. Ouverture dans 30 secondes. Ça y est, ouverture dans 5 secondes. Sortie il y a 10 ans, la Xbox de Microsoft comptait bien s'imposer sur le marché des consoles de salon, face à ses concurrents Sony et Nintendo. Pour débuter son odyssée de la meilleure des manières, elle proposait un excellent line-up avec des titres comme Jet Set Radio, Project Gotham Racing et surtout Halo Combat Evolved. Certains chiffres indiquent que la moitié des joueurs ayant acheté la Xbox le jour de sa sortie l'ont fait uniquement pour ce jeu. Avec ses graphismes époustouflants, son orientation grand spectacle et ses nombreuses cinématiques, Halo s'est imposé comme la licence définissant Microsoft.
Pour fêter son anniversaire, le constructeur américain en sort une conversion HD. L'aventure en elle-même est identique, seuls les graphismes changent. Mais une fois la claque technique et l'effet de surprise passé, que reste-t-il de Combat Evolve? Pas grand-chose, malheureusement. Oh mon Dieu, ils essaient d'ouvrir la porte. Sécurité, intrus dans la cryo 2. Non, vite. Sam, venez, fichons le camp d'ici. Juste après avoir envahi la planète Reach, les Covenant, des extraterrestres portés sur la religion, attaquent le Pillar of Autumn, un vaisseau humain. Sa destruction n'étant plus qu'une question de minutes, le capitaine Kyze confie à l'adjudant, le Master Chief en VO, une mission capitale pour la survie de l'humanité. Il devra protéger Cortana, l'intelligence artificielle du vaisseau, afin d'éviter que les Covenants apprennent l'emplacement de la Terre. Bonne chance, adjudant. C'est ainsi que le Master Chief se crache avec tous les autres soldats sur Halo, un mélange entre base militaire et lieu de culte, et devra sauver l'humanité comme dans tout bon FPS qui se respecte. Le background de Halo reste excellent, les récents épisodes le prouvent, mais le scénario ne l'exploite quasiment pas. Le classicisme et le rythme extrêmement lent de cette histoire sont d'autant plus problématiques que le temps les a mis en exergue. En 10 ans, des FPS comme Modern Warfare, Bioshock ou même Halo Reach ont fait bien mieux. Pour couronner le tout, les personnages sont creux, tout comme certains dialogues se prenant trop au sérieux. Pour ce qui est de l'humour, le titre n'a pas pris une ride. Il est toujours hilarant d'entendre un grognard avec une voix fluette hurler sa haine des Spartans. Le point sur lequel Halo accuse vraiment son âge, c'est dans sa narration se faisant en grande partie par le biais de cinématiques. Leur nombre beaucoup moins important dans les jeux actuels, leur longueur et leur mise en scène statique les rendent malheureusement soporifiques. On ne savait pas où on allait. La série s'en sortira beaucoup mieux à partir des épisodes ODST et Reach, avec une ambiance plus lourde et une meilleure mise en scène. Le scénario de Halo Combat Evolve n'était en effet qu'une ébauche de ce qui nous attendait. Ravi de vous voir, adjudant. Les choses tournent mal. La grosse particularité de Halo était d'être intégralement pensé pour la console, à une époque où le FPS était synonyme de PC et de portage moyen sur d'autres machines. Cette originalité n'en est plus une de nos jours, les FPS consoles comme Killzone ou Ace pullulant. Néanmoins, le premier Halo a toujours quelques armes pour se démarquer. Son arsenal, justement, comprend quelques bijoux comme le Needler, un pistolet permettant de faire exploser ses adversaires en leur envoyant une grosse ration de piques. Ou le fusil mitrailleur, doté d'un petit écran affichant le nombre de munitions restantes. Les armes ont toutes une petite particularité différenciant le FPS de Bungie de la concurrence, même s'il s'est depuis fait distancer par la série des Résistances en termes d'originalité des pétoires. La relative difficulté du titre peut être également vue comme un avantage face à la concurrence actuelle, pensée pour pouvoir être finie par un manchot myope. Mais elle ne plaira pas forcément, celle-ci n'étant pas due aux combats eux-mêmes, simplifiés par l'aide à la visée, mais au chaos ambiant régnant dans les niveaux. Les tirs arrivent dans tous les sens, et il faut souvent un peu de chance pour franchir un passage ardu, ou même le connaître par cœur, au cas où un ennemi vous attendrait au détour d'un couloir pour vous one-shotter. Mis à part cela, le titre de Bungie est malheureusement bien loin d'être le FPS de la décennie passée. Son level design mélange ainsi des couloirs étriqués n'ayant rien à envier aux shooters actuels, et des niveaux plus ouverts, souvent trop peu peuplés et ennuyeux. La maniabilité ne s'en sort pas mieux avec sa mollesse et sa rigidité. Les déplacements du Master Chief sont lents, s'accroupir est un défi en soi, et surtout, les véhicules sont un calvaire à conduire. Il ne se joue pas en choisissant la direction avec le stick et en accélérant avec les gâchettes. En fait, c'est le stick gauche qui détermine l'accélération et le stick droit, c'est-à-dire la caméra, qui gère la direction. Certes, ça tranche avec le reste de la production, mais cela ne change rien au fait que c'est imprécis et peu maniable. Tout n'est pas à jeter non plus. Certains passages, comme le débarquement sur une plage au début du 4e niveau, apportent leur dose de moments épiques. Et les combats sont nerveux grâce à des ennemis agressifs, même si leur IA est loin d'être irréprochable. Notons également l'apparition de nouveaux contenus multijoueurs. Comme dans les épisodes récents, il est possible de jouer la campagne à 4 en ligne, rendant ainsi l'aventure beaucoup plus fun. Un mode compétitif à base de deathmatch et capture de flag a également fait son apparition dans le menu. Une fois lancé, une petite déception se pointe. Il s'agit uniquement du pack de map Anniversary disponible pour Reach. On se retrouve donc avec quelques cartes pour des matchs à mort et Baptême du Feu, un mode arrivé avec ODST où il faut survivre à de nombreuses vagues d'ennemis. Notons également que le choix nous est donné entre le gameplay de Combat Evolve et celui de Reach, permettant ainsi à tous les joueurs de fraguer comme ils l'entendent. Folie meurtrière.
Halo Anniversary est avant tout un remake au graphisme refait avec le moteur de Halo Reach. Et c'est effectivement très beau techniquement parlant. Le moteur graphique est parfaitement utilisé, ajoutant de nombreux effets et rendant les décors méconnaissables. C'est justement là que se situe le problème. 343 Industries, désormais en charge de la licence, ne s'est pas contenté de lisser le tout avec des textures HD. Les développeurs ont utilisé les assets, les éléments de décor de Reach, touchant au design même du titre. Certains décors enneigés sont magnifiques, mais beaucoup d'autres, comme les couloirs auparavant monochromes, nous donnent l'impression d'être un patchwork de textures, un assemblage d'éléments n'ayant rien à faire ensemble. En revanche, la possibilité de passer des graphismes HD à ceux d'antan d'une simple pression sur la touche Back est une excellente idée. Elle nous permet de voir à quoi ressemblaient les décors originaux, puis de passer en HD pour que nous ne saignons plus des yeux, le moteur d'Halo ayant pas mal vieilli. Mais s'il y a un point sur lequel Combat Evolve est toujours aussi bon, c'est la bande-son. Si tous les autres éléments ont pris un énorme coup de vieux, la musique guerrière de Martin O'Donnell reste une référence absolue, parvenant à tirer vers le haut un shooter au final assez classique. Wow, wow. Finalement, à qui s'adresse ce remake? Les amoureux de la licence auront déjà retourné dans tous les sens l'épisode Xbox. Et s'ils veulent se faire un trip nostalgique, ce dernier coûte 10 € maximum, contre 40 pour l'édition anniversaire. Quant à ceux n'ayant jamais joué à Halo Combat Evolve, ils se voient offrir l'opportunité de jouer les historiens en découvrant l'épisode fondateur de la plus importante série de Microsoft. Car si Halo récolta de nombreuses critiques élogieuses à sa sortie, c'est grâce à ses graphismes et à sa narration, tous deux inédits à l'époque. Depuis, les machines ont évolué et les joueurs se sont lassés des cinématiques à foison, et Combat Evolve ne peut plus faire la différence sur ces terrains. Que reste-t-il? Une bande-son sublime et des gunfights nerveux. Le reste, que ce soit le level design ou la maniabilité, est toujours aussi moyen. De quoi faire un FPS correct, sans plus. Bien souvent, les réactions des gamers sont sans pitié avec ses parents. J'entends des choses comme « Ah, mais ils ne savent pas que le logo PEGI est pas là pour décorer, c'est pas possible, ils ne savent pas lire ». Alors du coup, j'ai voulu m'intéresser à la raison qui poussait ses parents à ne pas tenir compte des recommandations PEGI. Et j'ai pris un cobaye au hasard, ma maman. Ma mère n'y connaît strictement rien aux jeux vidéo. Tout ce qu'elle connaît, c'est sa fille qui reste des heures devant son écran et investit des sommes folles dans sa passion. Et ce qu'elle m'a dit m'a vraiment surpris. On regarde No Life Emploi IRL. Bienvenue dans No Life Emploi IRL. Nous allons vous présenter un employeur potentiel. Détendez-vous, tout va bien se passer. Cravate ou pas cravate? Pas cravate. Parce que pour un entretien, il vaut mieux venir de manière détendue, bien être habillé comme il faut, parce que j'ai déjà eu un cas où quelqu'un qui était venu en cravate, costard, etc., qui transpirait tellement que ça faisait des petits clapotis, enfin, faut venir à l'aise. Donc, faut venir comme il faut, pas négliger, mais de manière à l'aise. Voilà, c'est le plus important. Profil recherché. Il faudrait quelqu'un qui soit méthodique, rigoureux, qui soit très à l'aise d'un point de vue utilisation de l'informatique, qui a aussi une très bonne connaissance du jeu vidéo, qui joue plus ou moins sur tous les supports, autant console que PC. Et surtout qui soit assez ouvert, qui joue plus ou moins à tout, quoi. Un bon rédactionnel aussi, savoir bien écrire et bien transmettre ses idées et bien montrer, expliquer comment reproduire le bug. Niveau d'études et expérience. Pour testeur, en général, il n'y a pas forcément besoin de grandes qualifications. Comme je disais, c'est une grande culture du jeu vidéo et c'est ce qui est plus primordial. Mais après, on a l'habitude de prendre des gens qui viennent des études de jeux vidéo ou plutôt des personnes, tout ce qui est programmation, informatique, qui en général aiment les jeux vidéo aussi. Rémunération et évolution. Ici, on peut commencer en brut vers 1700 à peu près. Et après, pour les perspectives d'évolution, on a le testeur de base, puis le lead testeur qui va manager un peu tous les autres testeurs. Puis après, ça peut finir comme producteur. À éviter absolument.
Alors, ce qu'il faut éviter, c'est... il y a pas mal de personnes qui pensent que c'est... on vient ici juste pour jouer. Donc, en fait, testeur, c'est vraiment un travail. Faut vraiment se dire que c'est pas du plaisir, c'est des choses assez parfois rébarbatives, comme retester plusieurs fois le même niveau pendant plusieurs semaines. Ça, il faut bien insister que c'est pas jouer. Et puis il faut pas confondre aussi, comme je disais tout à l'heure, la culture du jeu vidéo. Il y en a qui disent oui, je joue aux jeux vidéo depuis 15-20 ans et donc je suis la bonne personne pour le poste. Ça prouve que c'est quelqu'un qui joue aux jeux vidéo, qui a une bonne culture, mais qui n'a pas forcément une bonne expérience du test qualité. Voilà. Merci d'avoir suivi ce vidéogramme d'information. La sortie est par ici. Au revoir, on vous rappellera. Je suis allée chercher un jeu 18+ au hasard dans ma ludothèque et je l'ai mis entre les mains de ma mère. Et je lui ai demandé de se projeter dans le futur et d'imaginer que son petit-fils ou sa petite-fille de 12 ans lui demande ce jeu pour Noël. Elle l'a examiné, elle l'a regardé sous toutes les coutures et là, ce qu'elle m'a dit m'a un petit peu outrée. Elle venait de m'affirmer sans sourciller qu'elle achèterait ce jeu à ses petits-enfants mineurs. Je lui ai demandé pourquoi. Ce à quoi elle m'a répondu, eh bien, je ne vois pas trop de violence sur les images, rien de sexy sur la jaquette, mais pas un mot sur le logo 18+ de Peggy. C'était quel jeu ? Je crois que c'était Assassin's Creed. D'accord. Pourtant, il y avait le mot assassin, et elle l'a relevé. Mais bon, il y a bien des jeux avec le mot ninja dessus, c'est pas forcément violent. Bonjour. Personne ne tient à vous mettre sous tutelle, vous. Et puis, tant pis pour vous. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires ? Bienvenue dans Temps perdu. Ouais. C'est pas vous, mais moi en ce moment, j'ai super la quinte, la haine de l'enfer, grave que je suis pas content, et j'irais même jusqu'à dire que je suis trop ouf malade dans ma teuté parce que je suis excessivement fâché. Alors cette semaine, autant vous dire, ça va être du bruit et de la fureur. Et puis ça contrastera avec la semaine dernière, d'où épisode à suivre, joke, fidélité, lol, tout ça. Ouais. Alors dans Xenos, vous avez une super armure qui déchire trop de la bombe de balle, et vous allez cogner sur les robots du méchant docteur Renson qui a décidé de soumettre à sa botte en fer la population de la planète. Donc c'est vous qui allez devoir le déchausser et lui botter le derche avec ses propres pompes. Ça fait furieusement penser à Bangai-O, mais sans les lasers dans tous les sens. C'est fun, ouais, trop fun. Ton minute hardcore, c'est du hardcore dans le verre-corps. Mais surtout, c'est du shoot qui défriserait même ta mémé. Ouais, là t'as 1 minute pour ratiboiser du vaisseau alien par Trouzen. Bon, histoire de se creuser la tête un peu, ce qu'il faut bien intégrer, c'est que pour flinguer du rouge, faut être bleu ou vert. Ou alors il faut être vert ou rouge pour latter du bleu, etc. Yeah. Et pour changer de couleur, suffit de cliquer. Parce qu'après, pas besoin de bourriner sur espace ou quoi que ce soit, vu que le vaisseau il tire tout seul. Mais le vrai truc, là, c'est que tout ça est en temps limité. Et que quand t'as plein d'XP, tu peux choisir entre un level up ou du temps supplémentaire. Et ça déchire. Yeah. Même dans Mario, il y a de la boulette. Dans Boulette Bill 3, t'es trop un boulet de canon qui doit défoncer tout sur son passage. Et c'est pas parce que les nuages, ils font des sourires gentils que c'est la fête par ici. Faut diriger Bill comme un chef, sinon on va vite fait se manger un mur ou une hache à double tranchant dans la tronche. Alors faut zigzaguer trop bien en faisant gaffe à mort. Et ça, c'est trop speed de l'enfer maudit. Ouais, et Shaq le mouton, c'est pareil. Lui, il veut s'enfuir et échapper à ce monde dégueulasse d'impérialisme capitaliste primaire que même pas en rêve on peut vivre en dedans. Alors Chuck, il se fabrique un avion et chla, il part visiter de plus vertes contrées. Et il cogne des piafs qui avaient qu'à pas être là. Il passe dans des anneaux pour gagner des cartes qu'il échangera contre la matière première. Ouais, c'est le retour du troc, mon pote. Parce que là, les upgrades, elles s'achètent pas, elles se construisent. Donc il faut bien faire attention à ce qu'on ramasse durant nos vols interminables. Et surtout, vérifier que si pour améliorer un boost, par exemple, ce serait pas mieux d'échanger nos 1000 litres de flotte contre un autre truc. Et ça, c'est trop. Et dans Mysterious Treasure, eh ben il y a des trésors, tu vois. Et je crois que
Là, finalement, t'as pas... vous n'avez pas besoin d'avoir la haine. Je voulais dire qu'ici, il est inutile de vous emporter. Oui, non, parce que après tout, le bruit et la fureur, ça va bien quelques minutes, mais après, c'est lassant. Donc ici, vous êtes le truc vert. Et le truc vert, il ne peut se déplacer que horizontalement. Après, il devient rouge. Le rouge, c'est votre adversaire. Et lui, il peut se déplacer que verticalement. Chacun d'entre eux doit ramasser des pièces, et ne peut d'ailleurs que se diriger sur une case où il y en a des pièces. La partie se termine lorsque l'un des deux ne peut plus bouger. Et tout ça, c'est bien. Parce que cela fait de la réflexion comme on n'a pas vu depuis longtemps, et prendre le temps de réfléchir, finalement, c'est bien aussi, vu qu'il me semble bien que le plus important tout de même reste de ne surtout pas oublier que... Pour gagner plus, jouer plus en enfer, yeah! Alors je lui ai donc demandé de jeter un œil plus attentif au logo Peggy de la jaquette et de me dire ce que ça lui évoquait. Et elle pensait que le 18 faisait référence au fait que le jeu était le numéro 18 d'une série ou que c'était un code d'étiquetage sans intérêt. Elle a été très surprise d'apprendre que c'était un âge qui était affiché. À aucun moment sur le logo n'apparaît la notion d'âge, et sur ce point, elle a tout à fait raison. Prenons le logo du CSA, en dessous, on trouve toujours la mention déconseillé au moins de 10, 12, 18 ans. Or, pour Peggy, tout ce qu'on trouve, c'est l'URL peggy.info. Retro and Magic sur Crash Bandicoot. Qui est déconseillé au moins de... 3, 8, 7... Je sais pas. Nintendo à Mario, Sega à Sonic, mais lorsque la PlayStation fit son entrée dans le monde des jeux vidéo, il lui manquait une mascotte, un héros qui deviendrait associé de manière indélébile à la console de Sony. En 1996, ce héros s'imposa de lui-même avec la sortie de Crash Bandicoot. Il existe de nombreux jeux mettant en scène le marsupial mutant. Dans cette émission, nous ne parlerons que de ceux développés par ses créateurs, le studio américain Naughty Dog. Crash Bandicoot fut imaginé en 1994 par les fondateurs de Naughty Dog, Andy Gavin et Jason Rubin. Gavin et Rubin essayèrent d'imaginer ce que pourrait donner un jeu à la Sonic dans un environnement en 3D. Le concept séduit Mark Cerny, le créateur de Marble Madness et producteur de Sonic 2 chez Sega, qui travaillait à l'époque pour la branche multimédia d'Universal. Cerny décide donc de signer avec Naughty Dog pour le développement de 3 jeux. Il les encouragea également à penser sous forme de franchise en concevant avec soin le personnage principal et son univers. S'inspirant à la fois de Sonic et du Diable de Tasmanie, des cartoons de leur enfance, Gavin et Rubin décidèrent de faire de leur héros un Bandicoot, un marsupial vivant en Tasmanie. Crash Bandicoot est donc un marsupial muté par les expériences du savant fou Néocortex, qui tente de mettre au point une armée d'animaux humanoïdes. Mais Crash se révolte contre son créateur et décide de contrecarrer ses plans. La quête de Crash le mènera sur différentes îles contrôlées par Cortex, niveau après niveau. La perspective change selon le niveau. Parfois la caméra est placée derrière Crash, parfois devant lui, et parfois sur le côté à la manière d'un jeu de plateforme 2D traditionnel. Crash doit collecter des fruits, casser des caisses contenant des bonus et vaincre les ennemis en leur sautant sur la tête ou en faisant son attaque toupie. S'il est touché par un ennemi ou tombe dans le vide ou dans l'eau, il meurt. En collectant les masques du sorcier docteur Aku Aku, Crash bénéficie toutefois d'un bouclier qui le protégera contre une attaque. À l'époque de sa sortie, Crash fut salué pour la qualité de ses graphismes 3D très colorés, ainsi que celle de ses animations. Son gameplay classique et efficace était bien huilé et simple à prendre en main, ce qui lui assura une popularité immédiate. Pourtant, difficile de ne pas noter les multiples emprunts à Sonic, comme le fait que le joueur doive collecter des gemmes, ou son méchant de service, Néocortex, dont les méthodes et les motivations ne sont pas sans rappeler Robotnik. Un an plus tard, Naughty Dog rempile avec Crash Bandicoot 2. Le gameplay n'a pas beaucoup changé entre les deux jeux, mais a été affiné. Les graphismes et animations sont un peu plus fins également, et la structure du titre est moins linéaire, permettant au joueur de commencer par le niveau de son choix. Les environnements sont également plus variés. Côté scénario, Cortex découvre que des rayons solaires menacent d'éliminer toute vie sur Terre. À bord de sa station spatiale Cortex Vortex, il met au point une machine capable d'absorber les rayons solaires.
Mais il a besoin de cristaux de puissance pour activer sa machine, et manipule donc Crash pour qu'il les récupère pour lui. Évidemment, les plans de Néocortex ne sont pas uniquement altruistes, et il a l'intention d'utiliser la puissance des rayons solaires ainsi absorbés pour son plan de domination mondiale. Crash devra donc vaincre Cortex à nouveau, aidé dans sa quête par sa sœur Coco Bandicoot et le docteur N. Brio, ancien complice de Cortex repenti. À nouveau, Crash revient sur PlayStation l'année suivante avec un troisième épisode baptisé Warped. Une fois de plus, le gameplay reste très similaire, la principale nouveauté étant la présence de niveaux dans lesquels on incarne Coco Bandicoot, aux commandes de divers véhicules ou sur le dos d'un bébé tigre. Le principal changement se situe au niveau de l'intrigue. En effet, on découvre que Cortex était en fait au service d'un mal plus grand, Uka Uka, le jumeau maléfique d'Aku Aku. Libéré de sa prison par la chute des débris de la station Cortex Vortex, Uka Uka veut utiliser la machine Chronotornade du docteur Entropy pour voyager dans le temps et changer l'histoire. Crash et Coco vont donc le poursuivre à diverses époques. Fini les jungles et îles tropicales. On traversera cette fois-ci un monde médiéval, une base sous-marine ou encore la Grande Muraille de Chine. Un changement de décor qui permet à la série de garder son souffle. Crash Bandicoot 3 remportera un grand succès, notamment au Japon. Le dernier jeu Crash Bandicoot développé par Naughty Dog sera Crash Team Racing, un jeu de cartes s'inspirant bien entendu de Mario Kart et plus particulièrement de l'épisode Nintendo 64, mais qui emprunte également beaucoup à Diddy Kong Racing sorti 2 ans plus tôt. Outre les courses simples, le jeu propose en effet un mode aventure où le joueur devra remporter le championnat mis en place par un alien nommé Nitros Oxide qui menace de détruire la Terre. Le joueur pourra choisir entre 8 personnages, parmi lesquels on retrouve Crash et Coco, l'ourson polar, le tigre Pura, vu dans l'épisode précédent, mais aussi Néocortex, Engine, le musculeux Teeny Tiger et Dingodile. Le joueur pourra ramasser divers bonus en roulant sur des caisses, parmi lesquelles on retrouve les classiques turbo, missiles, bombes et autres traquenards, mais devra aussi collecter des fruits qui augmenteront l'efficacité de ces items. Très bien réalisé et doté d'un gameplay solide, Crash Team Racing est sans aucun doute l'un des meilleurs clones de Mario Kart. Naughty Dog sera par la suite racheté par Sony et sera à l'origine des séries à succès Jak and Daxter et Uncharted. Crash connaîtra de nouvelles aventures développées notamment par Traveler's Tales et Radical Entertainment. Il s'agit la plupart du temps de jeux sympathiques, mais la popularité de Crash n'est plus celle qu'il a pu connaître à l'époque de la PlayStation. Ma mère est loin d'être abrutie, je la connais parfaitement et je pensais vraiment qu'elle allait répondre juste. Pour vous donner une idée, elle a toujours été très stricte avec moi au point de ne jamais m'offrir de jeux vidéo, mais plutôt des jeux éducatifs. Et finalement, elle a pointé du doigt une chose simple, si le logo Peggy est évident pour le gamer, il ne l'est pas forcément pour quelqu'un qui ne connaît pas les jeux vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Come